Eh, l'adware, viens voir. Quoi? Il recommence. Lorsque je dois naviguer sur internet et que je veux protéger mes données et mon adresse IP, j'utilise NordVPN. Ils ont 5300 serveurs répartis dans 60 pays, ce qui fait qu'on peut visiter n'importe quel internet. Moi, ça me permet notamment de regarder le concours de la plus grande pyramide en canette de bière d'Autriche ou de regarder la série suédoise Plus beau les fjords. Et je peux faire ça sur n'importe quel appareil, puisqu'il est compatible avec Windows, Linux, macOS, Android et iOS. Et je peux même connecter près de 6 appareils à la fois. Et en plus, NordVPN comporte une protection anti-menace qui contrera les trackers, malware, spyware et sites web nuisibles. Et grâce à mon lien qui est ci-dessous, vous aurez le droit à une super promotion. Alors n'attendez plus, choisissez NordVPN. Il est ridicule. Ah, j'ai une idée! Et si je piratais son PC pendant qu'il créait un nouveau mot de passe? Ah non, c'est mort. Ça, j'y ai déjà pensé, et NordVPN aussi. Ah, j'avais oublié. NordVPN a 2 nouveaux outils. NordPass, qui permet de générer des mots de passe robustes et garder dans un coffre-fort sécurisé, et NordLocker, un service de cloud sécurisé. Il garde vos fichiers chiffrés et vous permet d'y accéder de n'importe où. On est mort. Eh ouais, on peut plus faire notre boulot tranquille. Mais ça, les gens s'en foutent. Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang est un film d'aventure et d'horreur australo-américain sorti le 10 novembre 2004, dont la réalisation a été confiée à Dwight Little, un réalisateur américain qui s'est fait connaître avec des films comme Halloween 4, Désigné pour mourir avec Steven le péteur de Brassigal, Sauver Willy 2, Meurtre à la Maison Blanche et Taken. Il y a eu un film Taken? Bah oui, il y en a eu 3. Non, pas Taken, Taken, l'adaptation du jeu vidéo. Ah, celui avec Chun-Li, Scorpion, Setsuka, Bowser et Piccolo? Alors soit tu seras adulé parce que t'as créé le plus grand crossover de tous les temps, ou alors tous les geeks du monde entier vont se réunir devant la maison pour réclamer ta tête. Le film commence au beau milieu de la jungle de Bornéo où des indigènes chassent le tigre en usant de la technique de la chasse au pipeau. Et bah heureusement qu'ils font pas ça chez nous, parce que s'ils devaient chasser en imitant les bruits ambiants, à mon avis ce serait rigolo. Mais le chasseur n'est pas toujours celui qu'on croit. Un anaconda géant rejoint la partie et non content de faire fuir le tigre, il prend en chasse un des indigènes. Celui-ci se libère de la bestiole grâce à son couteau et plonge dans un plan d'eau au pied d'une cascade. Mais il n'a pas le temps de remonter puisqu'un anaconda l'attrape. Et on sait tous que les anacondas adorent attaquer comme dans les dents de la mer, plutôt que de s'enrouler autour de leur proie pour les étouffer. Donc, a pu l'indigène, alors on fonce à New York dans les bureaux de la société pharmaceutique Wexel Hall, où l'équipe des laboratoires Byron et Mitchell, représentée par Sam, Jack et Gordon, se fait passer un savon par le boss de la boîte. Vous nous aviez promis des médicaments pour vaincre aussi bien le rhume que le cancer. Et faites-nous confiance pour tenir nos promesses. Je suis désolé, Gordon. Mais ils ont un atout dans leur manche qui va vite faire changer d'avis le patron de Wexel. En gros, il existe une orchidée, Perinia immortalis, qui contient un composant chimique capable de prolonger la vie. Et évidemment, les gros pleins de fric sont intéressés, mais il faut agir vite, parce que cette plante fleurit une fois tous les 7 ans, et justement, la floraison, c'est en ce moment. Enfin, en ce moment dans le film, pas en ce moment en 2022. Faites un effort. Sam, Jack et Gordon se rendent à Bornéo, accompagnés du docteur Gale Stern qui représente Wexel Hall. Sauf que sur place, personne ne veut les emmener. C'est la saison des pluies et la route est dangereuse. Mais heureusement, dans ces histoires-là, il y a toujours un mec qui a juste besoin d'être bien payé pour emmener les gens où ils veulent. Et ce mec, c'est lui. vous seriez prêt à remonter le fleuve? En cette saison, On peut mettre 25 000 $. il faut que j'en parle avec le capitaine. Ah non, c'est lui en fait. Ah, il fait comme Alan Quaterman dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il demande à un mec de se faire passer pour lui. Eh, c'est pas con ça. Surtout quand il y a des mecs qui veulent te tuer. Donc, le vrai capitaine s'appelle Bill Johnson. Et vu la voix qu'ils lui ont flanqué, il a sûrement passé le casting pour être Wolverine, mais ils l'ont pas retenu. Vous êtes Jinsoon? Un surnom local. En fait, c'est Johnson.
Bill Johnson. Il accepte l'offre de l'équipe, et après que celle-ci ait été complétée par Cole, l'expert en appareils électroniques qui servent à rien, et le docteur Ben Douglas, qui sur le moment voudrait bien être gynécologue. Tu peux remballer ton fusil. Cette gazelle-là, t'es pas prêt de l'attraper, mec. C'est une question de doigté. Ils partent à la recherche de la précieuse plante à bord du Bloody Mary. Un bateau. Seigneur, aidez-moi. Franchement, moi, les toilettes comme ça me dérange pas. Hein. Tu fais ça les cheveux au vent, en plus, il n'y a même pas besoin de tirer la chasse. Franchement, non, c'est plutôt cool. On devrait faire ça pour la voiture, tiens. T'es pas dingue? Le début du voyage se passe bien. Gordon et Gale sont chiants comme pas possible avec leur téléphone, mais Tran et Bill les remettent vite fait à leur place. Quelque chose vient de m'attaquer, il y a quelque chose là-bas. C'est Kang. Kang est ici chez lui. Et vous êtes ses invités. Allô? 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 Bob? Et merde. Essayez mon portable. Il assure comme les vôtres. Mais c'est gratuit. Ensuite, Ben essaie de draguer Sam d'une manière très culottée et très lourde. Allez Sam, lâche-toi un peu, c'est vrai quoi. On est jeunes, on est libre, on est à Bornéo. Qu'est-ce que tu risques? Un peu plus tard dans la soirée, Gaël fait comprendre à Sam que si Jack l'a embauché parmi ses élèves, c'est parce qu'il a envie de la sauter. En bref, que du blabla qui nous intéresse pas du tout. Heureusement que le singe a l'initiative d'aller cueillir un fruit, parce que du coup il va quitter le bateau et donc être coursé par un anaconda. La disparition du petit animal est très peu remarquée, en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus important, et Gale, qui est au téléphone, tombe à la flotte. Bill va l'aider, mais au moment de la sauver, un croco essaie de la bouffer. Et ni une ni deux, Volvewish plonge et la sauve des mâchoires de l'animal. Mais comme il lâche pas le morceau, Bill l'accoste. Il lui balance 3-4 coups de couteau et remonte dans le bateau. C'était la chose la plus héroïque, ou alors la plus stupide que j'ai vue. Il y a une différence. T'as le nombre de lettres. Après que le croco ait été happé sous l'eau par quelque chose sans que qui que ce soit le remarque, tout le monde est aux petits soins pour Gale et échange à propos du but de cette expédition. Combien de fleurs doit-on cueillir pour sauver le monde? On estime que 50 orchidées fournissent environ 30 grammes de produits. Quand bien même vous auriez un terrain de football recouvert d'orchidées, vous n'en auriez pas assez pour tous les essais thérapeutiques. Quel est l'intérêt de l'expédition du coup? Eh dis donc, j'étais en train de penser à ça là. Faut qu'on ramène combien d'orchidées pour avoir un remède viable? Oh, environ 700 000. Autant? Ah la vache! Mais du coup, de là où on va en ramener combien? Avec un peu de chance 10 ou peut-être 12. C'est tout? Ah oui, mais d'accord. Une fois qu'on aura les 10-12, on pourra synthétiser la molécule en laboratoire, c'est ça? Non, non, pas vraiment. On va arriver à New York, elles seront déjà crevées. Mais alors ça sert à quoi qu'on aille les chercher? À se faire payer le voyage par la boîte. La recherche a toujours été un nid de vipères. Ah bah finalement, il est pas mort lui. Content de savoir qu'il s'approche du but, Jack annonce que Gordon et lui offrent 1% de stock option à Sam pour le travail qu'elle a fourni. À moins que ce soit pour la sauter. Jack, on n'avait pas dit qu'on était contre. Et voilà, friendzoné. Jack cause ensuite avec Bill qui lui annonce que la rivière est en crue à cause des pluies et qu'il faut rebrousser chemin. Mais heureusement, Jack a la solution contre les crues. Si vous voulez tenter le Mandranang, ça vous coûtera une rallonge de 50 000. D'accord. Voilà, donc à tous les gens qui sont inondés en France ou même dans les pays où vous nous regardez, sachez que 50 000 $, ça empêche la montée des eaux. Par contre, ça empêche pas les débris de bois charriés par la rivière de bousiller la transmission du bateau. Et puis, ça prévient pas des chutes d'eau non plus. Donc, le bateau se fracasse au pied de la cascade, et voilà l'équipe sans matériel et sans moyen de transport au beau milieu de la jungle. Heureusement, le téléphone satellite fonctionne encore, donc Bill appelle son pote Livingstone qui se propose de les retrouver dans un village voisin et de les ramener chez eux pour 5 000 $. Ah, la boîte là, faut garder un œil dessus. Donc, pour rejoindre le fameux village, l'équipe doit passer par un marais. Et dans un marais, on peut trouver... Pourquoi elle dit rien? Elle sait qu'il y a des crocos dans le coin. Et les remous, là, ça pourrait en être un. Alors pourquoi elle dit pas aux autres qu'elle a vu des remous? Et puis lui, là... Un machin a bougé devant moi. Oh putain, ça recommence. Il y a un machin là-dedans. Oh non, lui, on s'en fout, il m'énerve. Bah décidément, ils aiment bien les dents de la mer dans cette région. Donc, un anaconda attaque Ben.
Ouais, d'accord, bon, on verra ça plus tard. Et c'est donc le moment de faire le point. Vous avez vu la tête de cette chose? On n'a aucune chance contre un monstre de cette taille. On va crever. Calme-toi. Ce qui est marrant, c'est que même le gros bras de la bande, il flippe un petit peu quand le petit il pète un câble. Ça donne un truc du genre Bobby costaud, mais le livreur de Chronopost il fait peur à Bobby. Bill leur explique que la situation est flippante, mais qu'en même temps ils seront tranquilles, parce qu'un anaconda aussi gros mettra des semaines à digérer leurs potes. Alors du coup on fait complètement abstraction du fait qu'un serpent géant vient de bouffer quelqu'un d'une manière pas du tout naturelle. Et puis très honnêtement, ils font très vite leur deuil, parce que Jack et Gordon veulent absolument trouver l'orchidée coûte que coûte. Alors bien sûr ils font face à une rébellion, mais... En tant que représentant de Vexel Hall, je mets fin à cette expédition, on rentre. Vous n'en avez pas le pouvoir. Relisez votre contrat. Nous sommes au milieu de la jungle, vous l'avez oublié. Ici, ce pouvoir n'existe que dans la mesure où on vous l'accorde. Est-ce qu'on peut éviter de remettre le système hiérarchique en cause, s'il vous plaît? On n'est pas dans un film qui est fait pour ça. De toute façon, avant de décider où aller, il faut un bateau. Donc, ils reprennent la route et sur le chemin, Sam apprend un truc très intéressant. Et je connaissais un gars qui connaissait un gars qui filmait des documentaires. Il est parti en expédition sur l'Amazon avec son équipe et se sont tous fait bêter. Non, ça on s'en fout, c'est une référence au premier film. Byron m'a rallongé de 50 000 pour rester sur le fleuve. Je lui ai dit que ça présentait un risque, mais il a insisté pour qu'on continue. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis, il y a une araignée de Tchekhov aussi. Si ça te mord, tu es Lumpu. Paralysé, changé en statue pour 2 jours. Et là, explosion. Explosion parce que Livingstone s'est fait attaquer par un anaconda et que son bateau s'est planté dans les rochers. L'équipe ramasse ce qu'elle peut dans l'épave, et tiens, voilà la boîte que Jack va garder pour lui. Et ils se rendent dans un village. Mais en chemin... Livingstone. Et à partir de là, les règles du jeu ont changé. En clair, il y a une femelle anaconda en chaleur quelque part, et à cause de ça, les mâles sont frénétiques et gobent et recrachent n'importe quoi. Ils reprennent leur route et arrivent au village des indigènes qui a vraisemblablement été vidé de ses occupants par des anacondas, après qu'un anaconda a été vidé de son occupant. Je croyais que l'autre était l'anaconda le plus gros que vous ayez jamais vu. Ça l'était. Vous voulez dire que celui-ci est... Plus gros. Oui, c'est ce qu'il vient de sous-entendre en disant que c'est plus le cas. Ils sont tous plus cons les uns que les autres dans ce film, c'est pas possible. Ils entreprennent ensuite la construction d'un bateau avec les maisons des indigènes. Putain, fais ça dans mon quartier, on t'éclate. Dans ton quartier, ils démontraient pas les HLM pour faire des bateaux. En faisant une toilette sommaire, Jack comprend que la taille des anacondas du coin est due au fait qu'ils sont exposés à la fameuse orchidée qu'ils sont venus chercher. Jack est boosté par cette trouvaille, mais les autres sont contre l'idée de continuer. Lui, il s'en fout, mais... Et on connaissait tous les risques. On croyait les connaître. Jusqu'à ce que tu choisisses d'en prendre d'autres sans même nous prévenir. Ouais, Sam balance tout sur la rallonge de fric qu'il a donné à Bill et conteste son autorité. Je te rappelle que c'est moi qui commande ici. Nous sommes au milieu de la jungle, je te rappelle. Ton pouvoir n'existe que dans la mesure où on te l'accorde. Ça lui plaît pas des masses, mais vu qu'il a la majorité contre lui, il la boucle. Sam va ensuite discuter avec Bill qui a décidé de montrer pourquoi il aurait pu faire un chouette Wolverine. Peut-être qu'il était un peu plus affûté avant d'être planté dans l'alligator. Crocodile. Alors premièrement, étant donné que j'ai joué au jeu Green Hell, je sais qu'une blessure de ce genre-là dans une forêt tropicale, c'est pas la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ensuite, deuxièmement, j'espère que t'as nettoyé le couteau après avoir poignardé le crocodile. Et sixièmement, j'aimerais beaucoup savoir ce que t'es en train de raser là. En plus, il se rase même pas, alors au final, ça sert vraiment à rien. Bref, son histoire est simple. Il était militaire, c'était pas marrant, donc il a refait sa vie à Bornéo et il s'est fait un tatouage pour l'occasion. Le bateau est fini, donc c'est le moment de charger tout le matos et de se tirer. Mais finalement, il n'y a que Jack qui va le prendre. Parce qu'il a paralysé Gordon qui a trouvé le coffret de Livingstone avec le revolver et le téléphone satellite, et il l'a paralysé avec l'araignée de Tchekhov. Ça aurait pu s'arrêter là, mais un anaconda en a profité pour le gober. Voyant ça, les autres ont essayé de rien. En fait, il y a juste Bill qui met le feu à la paillote. Et au final, ils ont plus de bateau. Mais Sam a une idée. Jack navigue sur le Mendranang. Si on coupe à travers la jungle, on peut l'attraper de l'autre côté. Donc ils foncent à travers la forêt pour le retrouver, mais les anacondas les traquent jusque dans une grotte où ils se perdent de vue. Et au détour d'un couloir... Attends, ils retrouvent pas l'ouverture par laquelle il est tombé? Non mais c'est pas de la glace, la roche s'est pas refermée au-dessus de lui, il faut pas déconner non plus. Ah mais c'est parce qu'il devait mourir, c'est pour ça. Tiens d'ailleurs c'est le premier serpent du film qui attaque comme il faut. Bref, les 4 autres trouvent la sortie, mais une ceinture géante les suit de près.
Ça, c'est une machette number one. Parce que pour couper 80 cm d'épaisseur de serpent en un coup, faut qu'elle coupe bien. Alors, tu voulais encore la buter, hein? Elle t'a coupé, elle t'a scalpé, elle t'a décapité. Que quelqu'un la-bas, je vous en supplie. Dédicace à Sam, la femme samouraï. Merci. Là, tu rêves, tu l'auras pas. Là, je sais pas ce qui m'étonne le plus. Le fait qu'il est super bien visé ou le fait que le couteau soit assez long pour transpercer le crâne et le cerveau. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'anaconda soit monté sur la branche. Oui, c'est pas faux. Enfin, en même temps, depuis le début du film, il n'y a rien qui est logique, alors... Étant débarrassé de 2 anacondas, il retrouve le bateau sans encombre. Mais le départ, c'est pas pour maintenant. Puisque sous la contrainte de Jack et de son arme, ils vont devoir récupérer des orchidées qui se trouvent pile au-dessus de l'endroit où les anacondas ont décidé de partouzer. Sam joue la candidate de Fort Boyard en passant sur un tronc qui est au-dessus des squamates qui forniquent. Elle récupère un bon paquet de plantes et tente un coup de chantage. Ton arme! Jette-la! S'il te plaît. Alors, il est chaud en négociation, mais il est poli, c'est déjà ça. Personne bouge, c'est un hold-up. Si jamais il y en a un qui moufte, je lui défonce la gueule à grands coups de 12, c'est clair? Et toi, la pétasse, mène-toi le cul de foutre l'oseille dans les sacs, sinon je te défonce. Enfin, après, si vous avez un truc en cours, finissez, hein, prenez votre temps, y a pas de... Enfin, excusez-moi de vous brusquer, mais je veux dire, si on pouvait aller vite, puis après, il y a la police, tout ça... Elle balance le sac au moment où Bill fait la bagarre avec Jack, mais celui-ci le domine et va récupérer le précieux bagage qui est resté sur le bord de la fosse. Mais l'araignée de Tchekhov qui est sortie de sa boîte le mord, et du coup la paralysie le fait tomber au beau milieu de l'orgie. Et en plus de ça, la magie du scénario fait aussi craquer le tronc d'arbre. Du coup, Sam tombe. Sauf qu'elle s'échappe sans encombre, puisque les serpents s'occupent... Pourquoi il remonte comme ça? Il est accroché à un palan, quoi? Bon, les serpents lui règlent son compte, et la femelle, un peu gênée par le bruit que font les voisins, monte à l'étage pour les attaquer. Gail lui fait mâcher un bidon d'essence, Cole lui met le feu, et en tombant, le reste du bidon explose et fait s'écrouler la moitié de la montagne sur les orchidées et les serpents géants. Dans cette scène, il n'y a rien qui va. Gail qui se fait assommer par l'anaconda, c'est ridicule. Cole qui tire parfaitement sans viser dans la gueule de l'anaconda, c'est extraordinaire. Et puis l'explosion spontanée quand elle touche l'eau, c'est magique. L'orchidée et les anacondas sont enterrés pour de bon, et les 4 survivants rentrent chez eux en radeau. Eh ben, mine de rien, ça fait pas loin de 10 ans que j'avais pas vu Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang. Qu'est-ce qu'il est mauvais ce film! Et j'avoue que vu que le premier film jouit pas d'une bonne réputation, je comprends pas pourquoi ils ont mis une suite en chantier. Je vais répondre la réponse D. Pour l'argent. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Non, moi c'est Flo. Et la réponse est... La réponse D pour l'argent, bravo! Bon, c'est un argument que j'aime pas utiliser, parce que l'argument du pour l'argent, je trouve que c'est un peu facile. Dans l'idée, le cinéma, c'est une entreprise. Tous les films sont faits dans le but de faire de l'argent. Même le mec qui est hyper investi dans son art a quand même l'arrière-pensée de se dire « Bon, j'espère que le film va être remboursé. » Parce que déjà, si le film est remboursé, bah, les studios vont être contents, et puis ils vont lui redonner de l'argent pour pouvoir faire un autre film. Donc même quand on a envie de faire de l'art, on pense aussi à faire un peu de pognon quand même. Mais il y a des fois où l'intérêt artistique passe après l'intérêt mercantile. Et ça se sent un petit peu. Mais le pire, c'est que ça a marché, hein. Parce que le premier film a coûté 45 millions de dollars. Et il en a rapporté 136, donc 3 fois la mise. Et le deuxième a réitéré l'opération, puisqu'il a rapporté 70 millions de dollars pour 20 millions de dollars de budget. Eh oui, c'est ça le secret. Faire une suite qui coûte 2 fois moins cher, comme ça, même s'il n'y a que la moitié du public du premier film qui va voir le second, eh ben il est remboursé. Objectivement, l'idée du film n'est pas mauvaise. Enfin, c'est pas le pire truc du film. Tiens, d'ailleurs, en parlant de pire truc, faut savoir que le film a failli s'appeler Venom, ce qui veut dire venin en anglais. Pour un film sur des serpents constricteurs, c'est quand même sacrément con. Donc, justifier la taille des anacondas par une longévité accrue grâce à l'orchidée, c'est plutôt cohérent et c'est même carrément louable. Sauf qu'il n'y a rien qui justifie la présence des anacondas à Bornéo. Les anacondas vivent uniquement en Amérique du Sud. Mais bon, c'est pas la plus grosse incohérence du film. Bah si, quand même. Pourquoi? Bah, parce que s'il n'y avait pas cette incohérence, ils auraient jamais été attaqués et ils auraient pu ramener l'orchidée sans problème. Ah ouais, c'est pas con.
Mais si avec leur présence qui déconnaît, ça irait. Mais leur comportement est aberrant au possible. Je parle pas du fait qu'ils mangent tout le temps, c'est expliqué dans le film, et bon, dans l'idée, ça a un petit peu de sens. Mais je parle du fait qu'ils soient aussi mobiles et nerveux et rapides. Je l'avais dit dans la vidéo sur le premier film Anaconda, les anacondas sont les serpents les plus lourds du monde. Les plus gros peuvent peser 200 kg. Alors imaginez un anaconda de 14-15 mètres qui doit sûrement peser le double, voire le triple. Ils se déplaceraient vraiment avec beaucoup de peine. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils passent leur temps dans l'eau. Et je reviens vite fait sur un truc, parce qu'on m'en parle souvent en commentaire. Le soi-disant anaconda de 10 mètres de long qui a été découvert sur un chantier au Brésil, c'est une connerie. Déjà parce que la photo est tirée d'un précédent article qui est sorti en 2015, et en plus de ça, elle a été faite de telle manière que la perspective joue énormément sur la taille du serpent. En fait, il paraît beaucoup plus gros qu'il ne l'était réellement. On n'a jamais mesuré un anaconda, que ce soit à l'état sauvage ou en captivité, de plus de 7-8 mètres. Ça n'est jamais arrivé. Le film est simple dans sa construction et très convenu dans ses personnages, que je trouve d'ailleurs très antipathiques pour la plupart. Il n'y en a pas un que je sauverais. Entre les têtes à claques, le sidekick rigolo relou qui parle tout le temps, les inutilement désagréables et les inutiles tout court, il n'y a rien à garder. Et puis le jeu d'acteur est pas terrible. Hein. Tiens, là par exemple, il comprend que son pote est mort, du coup il est triste. Vous avez vraiment l'impression qu'il est triste là? Pour moi il est constipé. Hein. Souvent dans les épisodes, il y a des choses dont j'oublie de parler. En même temps, il y a tellement de trucs à dire qu'il y a forcément 2 ou 3 choses qui passent à l'as. Mais je me rends compte que quand je parle des chiffres autour du film, je parle toujours des recettes dans le monde, aux États-Unis, mais jamais en France. Et bien à partir de maintenant, ça va changer. Comme je l'ai dit plus tôt, le film a rapporté 70 millions de dollars dans le monde. Mais en France, il a fait 177 000 entrées. Si jamais vous vous posez la question, c'est nul, hein, parce que concrètement en 2021 on était à peu près 68 millions de personnes en France. Bon, en 2004 on était peut-être un peu moins, mais pas beaucoup moins. Du coup je vous laisse calculer le pourcentage de gens qui sont allés voir le film au cinéma. Je trouve la qualité des effets spéciaux du film très discutable par rapport au film de Luis Loza. Et pourtant quand on regarde le making of, l'équipe est très confiante sur sa qualité. Bon, évidemment il a 18 ans, ça commence à faire pas mal. Mais je trouve qu'il vieillit moins bien que le premier film alors qu'il est 7 ans plus jeune. Et ça se justifie en partie par le fait qu'il n'y ait que des effets numériques. Bon, ils ont quand même fait un serpent grandeur nature et une tête animée, mais sinon il n'y a rien de physique. À part le croco, évidemment. Malgré le petit budget, le film est riche en effets de synthèse. Mais ils sont vraiment voyants. Pourtant, l'équipe a usé de moyens intéressants pour créer les différents plans du film. Pour la séquence où le bateau tombe de la cascade, chaque plan est fait différemment des autres. Ici, c'est une miniature du bateau qui a été filmée sur fond bleu et incrustée sur la cascade par ordinateur. Le plan suivant a été tourné en Nouvelle-Zélande pour la cascade et en studio pour le reste. La caméra filmait en travelling arrière en même temps que des câbles tiraient les acteurs et le matériel vers l'avant. Et lorsqu'on le voit s'enfoncer dans l'eau, il s'agit en fait d'une miniature qui a été plongée dans un bassin en studio et les acteurs ont ensuite été rajoutés par incrustation. Pour la scène où Cole est emporté par l'anaconda, l'acteur a d'abord été filmé en train de faire semblant d'être attrapé, puis une doublure numérique l'a remplacé et pour finir le serpent a été ajouté. Pour la scène qui se passe au-dessus de la fosse, l'actrice a traversé un tronc situé au-dessus d'un fond bleu, sur lequel a été incrustée une miniature composée de plusieurs corps de serpents, animés par des systèmes mécaniques que des opérateurs actionnaient avec des poulies. Ah, le film est pas terrible, mais au niveau des idées qu'ils ont eues pour faire certains plans, c'est plutôt stylé. Le Bloody Mary, le bateau de Bill, qui est inspiré par celui du film African Queen avec Audrey Hepburn et Humphrey Bogart, a été spécifiquement construit pour le film. Ils l'ont pensé comme un rafio réparé avec tout ce qu'on peut trouver et l'ont créé avec suffisamment de place pour que l'équipe du film puisse s'y balader tranquillement. Pour le design des serpents, ils ont pris encore plus de liberté que pour le premier film. Ils n'ont pas seulement étudié les anacondas, parce que pour eux les anacondas sont des animaux impressionnants et dangereux, mais rigolos, allez savoir pourquoi. Donc ils ont pris différentes espèces de serpents pour faire dans la nouveauté sans changer le fond des créatures. Il fallait qu'ils soient plus agiles, plus rapides et plus effrayants. Dans l'idée c'est pas mal, c'est juste que comme ils se comportent pas vraiment comme des anacondas, ça nous sort un petit peu de la vraisemblance du film. La musique a été confiée à Nerida Tyson-Shu, une compositrice australienne qui a beaucoup travaillé pour des œuvres australiennes du coup, mais qui a aussi composé pour la série Le Monde Perdu de 99, qui... Dis donc. Oui, du coup, la bande originale, elle est bien. Après, dans l'idée, on est plus sur du fond sonore que de la vraie bande originale narrative. Même s'il y a un ou deux thèmes qui reviennent parfois. Par exemple, celui-là. Qui a des airs de jungle sauvage et vierge, qui représentent un peu la beauté de ce monde.
Et puis celui-là. Qui est un thème beaucoup plus menaçant, qui d'ailleurs a curieusement des airs tribaux. Pour la mise en scène, c'est le même délire que le reste, il n'y a rien qui va, ça part dans tous les sens. Le montage est affreux. La plupart du temps, les plans durent 2 secondes maximum, et souvent ça sert à rien. J'ai relevé un exemple dans cette scène. Rappelez-vous, ils ont vu l'anaconda bouffer un mec, ils sont flippés, etc. Bon. Bill fait un laïus plutôt pas mal, niveau jeu d'acteur ça le fait à peu près, et il y a même un travelling avant qui donne un côté déterminé au discours de héros qu'il donne. Mais il y a au moins 5 plans de coupe pendant qu'il parle. Le mec parle 12 secondes, il n'y a pas besoin d'avoir un plan des 62 personnes qui l'écoutent pour bien montrer qu'ils sont là. Non mais sérieux, v'là la gueule du monologue. Écoutez-moi tout le monde, je sais que là la situation est vraiment flippante, mais je peux vous assurer qu'on ne court aucun danger. Bon, ok, il a bouffé Ben, mais le fait est qu'un anaconda de cette taille va vraiment mettre beaucoup de temps à digérer. Et c'est fort peu probable qu'on en rencontre un autre de cette taille dans le coin, ou même tout simplement un autre anaconda. Donc surtout, n'ayez pas peur, il va rien nous arriver. On peut continuer à marcher, on pourra aller jusqu'au village sans aucun problème. Il est hors de question qu'on s'arrête dès maintenant ou qu'on fasse marche arrière. Pareil pour vous montrer les serpents, ils sont pas plus d'1 seconde à l'écran, c'est l'horreur. Moralité, il n'y a rien à retenir de la mise en scène. Même si je dois avouer qu'il y a quand même 1 ou 2 plans qui sont pas vilains. Pour le casting, je vais commencer par quelque chose que je dis pas très souvent, mais là je dois avouer que ça m'a vraiment perforé les globes oculaires. C'est qu'ils jouent vachement mal. Enfin, pas tous, mais il y en a une bonne partie d'entre eux qui jouent vraiment pas bien. Bon, c'est quand même mieux que des acteurs de nuit image, mais c'est quand même pas la folie. Johnny Messner a commencé sa carrière dans des séries télévisées comme Angel et Friends. Par la suite, il a joué dans Les Larmes du Soleil, aux côtés de Bruce Willis, qu'il a revu plus tard dans Mon voisin le tueur 2 et Otage. Alors, c'est vrai que j'ai tiré un peu dessus à boulet rouge en disant que le mec joue mal, mais il faut avouer qu'il a un certain charisme. Cady Strickland s'est fait remarquer en jouant dans Tout peut arriver, aux côtés de Jack Nicholson et Diane Keaton. Et elle a tenu le rôle principal de séries comme Private Practice ou encore Shut Eye. Matthew Marsden a commencé sa carrière en 1993, mais c'est avec la chute du Faucon Noir en 2001 qu'il s'est fait remarquer. Les habitués de Karim Debbach se rappelleront sûrement l'avoir vu dans le film Dead or Alive, et après ça il a joué dans Resident Evil Extinction, Transformers 1 et 2, et dans John Rambo. Nicolas Gonzalez s'est beaucoup fait connaître avec des séries comme Newport Beach, Melrose Place Nouvelle Génération, Sleepy Hollow, Pretty Little Liars et The Good Doctor. Et au cinéma, on a pu le voir dans American Nightmare 2 Anarchy. Eugene Bird a joué dans énormément de séries. Si vous yotez sa filmo, vous verrez qu'il a joué dans quasiment toutes les séries possibles et imaginables. Quant à sa carrière au cinéma, on peut retenir qu'il a joué dans Dead Man de Jim Jarmusch ou encore 8 Miles. Carl Jun a une petite filmographie, puisqu'après Anaconda, il a joué dans Mémoire d'une geisha, Speed Racer et Real Steel, et aussi dans la série Arrow. Sally Richardson est aussi passée par pas mal de séries, mais on aura l'occasion de la revoir dans le film Je suis une légende, aux côtés de Will Smith. Maurice Chestnut, j'avais déjà parlé de lui dans l'épisode sur la crypte, et je dois avouer que de tous les acteurs d'Anaconda, c'est lui qui a la plus belle filmographie. Et pour finir, je parlerai de Dennis Arndt. Il a un tout petit rôle dans Anaconda, mais on aura l'occasion de le revoir à la fin des Monstres de l'été, quand on parlera du très demandé La Bête. En conclusion, je dirais que Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang est un très mauvais film. Le pire, c'est que c'est même pas un nanar, hein, c'est carrément un navet. Et pour que je dise ça, il en faut. Parce que c'est très rare que je dise et que je pense ça d'un film. D'ailleurs, je pense même que de tous les monstres de films dont on a pu parler, c'est le plus mauvais. Putain, je crois que même Carnosaur est mieux. Ça craint. Bon, pour le prochain épisode, je vais vous laisser un indice sous forme d'énigme. Vous êtes prêts ? Un indice, chez vous. Qu'est-ce qui rampe le matin, marche sur 2 pattes le midi et vole le soir ?